Monsieur le directeur général, Monsieur Mourot, Messieurs, Dames, les dirigeants de Planeta Finance, Monsieur Mohamed Chaib, qui est de Planeta en Espagne, chers lauréats, chers parents, j'imagine, pour certains d'entre eux ici. Je suis très honoré d'être aujourd'hui le parrain de cette promotion 2024-2025. J'ai cru comprendre que c'est le premier parrain de l'ESSELSCA pour la formation initiale, Business and Sport, et pour la formation exécutive. La formation initiale, j'ai cru comprendre qu'il y a 4 filières, et la formation exécutive, 5 filières. J'ai été ravi de savoir que l'ESSELSCA a des ambitions exceptionnelles ici au Maroc et qu'elle appartient à un groupe effectivement très diversifié. J'en parlerai dans un instant. En tout cas, je me suis dit, que pourrais-je dire à cette cohorte d'exécutifs et d'étudiants? J'ai eu le privilège de m'adresser plus de 6 fois lors de mon parcours professionnel aux étudiants, aux lauréats. Ça a été l'université Hassan II de Casablanca, l'école supérieure des hautes études de management, HEM à Casablanca, l'école supérieure informatique de Casablanca, l'université Polyfinance de Casablanca, mais également à l'étranger. J'ai eu le plaisir également de parler devant les étudiants des hautes études commerciales, HEC sur leur campus, en Belgique, devant les jeunes étudiants, 3e et 4e génération des Marocains résidant à l'étranger, dans un magnifique pavillon qui s'appelle le pavillon royal, le Gaulois, à Bruxelles. Et au Royaume-Uni, en mai dernier, c'est ma dernière visite au Royaume-Uni, à l'University College of London, où se trouvaient rassemblés les étudiants d'origine marocaine qui étudient au Royaume-Uni, notamment en finance de différentes universités, Cambridge, Oxford, on a des gens également brillants là-dessus. À chaque fois que je me suis adressé aux lauréats, j'ai essayé d'adapter mes propos au contexte spécifique de ces écoles et de ces étudiants. Mais les constantes ont été le partage de l'expérience professionnelle et personnelle et le partage de convictions. Alors, avant de pouvoir les égrener, je voudrais m'adresser aux lauréats pour leur dire Alf Mabrouk, félicitations pour votre réussite individuelle et collective. Et on vous a déjà applaudi, mais sans doute devrions-nous également applaudir les enseignants, les éducateurs donc, et les experts qui vous ont accompagné pendant tout votre parcours. Chers lauréats, vous avez fait le choix judicieux de faire confiance à la formation de l'institution académique appartenant au grand groupe espagnol de formation et d'édition, n'est-ce pas, Planeta. Parmi la vingtaine de ces établissements de ce groupe, présents, j'ai cru comprendre, on en parlait tout à l'heure avec M. Mourot, sur 3 continents, en Europe, en Amérique et en Afrique, et dans une 8aine de pays. Et je me réjouis que votre formation, pour ceux qui ont fait donc la formation, je dirais plus dans le business, qu'elle soit double diplômante, marocaine et européenne, et que même pour ceux qui ont fait la formation exécutive, qu'elle ait été faite sous un format hybride, ce qui montre que votre école est déjà pleinement ancrée dans les pratiques du XXIe siècle, où l'on contourne les difficultés d'une présence physique en accommodant les contraintes des uns et des autres par rapport à une présence physique dans les campus. Et j'ai également appris que c'était en mode synchrone, donc les gens participaient effectivement à des cours qui étaient donnés online. Je me réjouis aussi de, un terme qui n'existe pas, mais tant pis, je l'invente, l'internationalité
de ce groupe qui revendique d'accueillir à travers le monde, n'est-ce pas, une centaine de nationalités. Et j'écoutais tout à l'heure le chiffre de M. Moreau de 180 000 lauréats chaque année au sein de ces pays d'implantation. J'ai cru comprendre que vous-même, et c'est un bonheur de vous avoir vu défiler, une dizaine ou une douzaine de nationalités. Au niveau des académiciens, ce que vous appelez les académiciens, la formation initiale, il y a une forte minorité d'internationaux, 24%. Quant aux exécutifs, c'est plus de la moitié qui sont des internationaux, essentiellement d'Afrique subsaharienne. On m'a fait l'honneur de me présenter, mais j'aurais dire qui suis-je pour vous parler. Il y a, au-delà des fonctions qui ont été présentées à l'instant, aussi bien par notre maître de cérémonie, par le directeur général, je suis un dirigeant qui a été formé dans les écoles et lycées français depuis son jeune âge, à Fès, dont le père était très actif durant la période du protectorat, dans la lutte pour l'indépendance du pays, et qui a fait partie des différents gouvernements de Feu Sa Majesté Mohamed V avant de partir à Fès où il a été bâtonnier, avocat, et de partir un petit peu trop tôt, il y a bientôt une cinquantaine d'années. Je suis fier de dire que j'ai été un boursier de premier, de deuxième et de troisième cycle du gouvernement marocain. Et donc, si j'ai pu poursuivre mes études jusqu'au doctorat à Paris, à l'âge de 17 ans, je suis parti mineur à ce moment-là, eh bien, c'est grâce à l'argent public. Et je le revendique, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours considéré, à travers les interventions comme celle-là où on me fait l'honneur de m'inviter, il est de mon devoir de rendre de cette manière-là aussi à ce que mon pays m'a permis d'avoir à travers cette formation. J'ai passé 4 années d'expérience professionnelle en France. J'étais dans les salles des marchés, la dernière affectation ayant été une banque qui depuis a fusionné avec une grande banque. Elle s'appelait à l'époque Paribas. Dans les salles des marchés, désormais c'est BNP Paribas, et j'ai eu le bonheur d'avoir été sélectionné parmi 25 candidats au terme d'un programme qui existe jusqu'à aujourd'hui. 25 candidats à travers le monde pour effectuer un stage au Fonds monétaire international à Washington. En 1985, j'étais en train de terminer mon doctorat en monnaie finance banque. Je suis revenu au Maroc en 1990. Pourquoi? Je n'avais aucune raison, alors que j'étais à Paribas et que je passais et qu'on me demandait de m'établir à Londres dans les salles des marchés, et je sentais que si je rentrais dans ce circuit-là, je n'en sortirais pas facilement. Et à ce moment-là, j'ai eu ma fille. Nous avons eu ma fille avec mon épouse, et j'ai un jour dit, je vous le confie comme je l'aurais confié à la famille, je me suis dit, je ne voudrais pas me réveiller à l'âge de 40 ans et arracher ma fille à son pays, le pays étant l'Angleterre, puisqu'il fallait émigrer. Et c'est la raison pour laquelle je suis rentré au Maroc. J'ai été recruté par le président d'alors de la Banque marocaine du commerce extérieur, M. Abdelatif Jouhari, qui à l'heure actuelle est le gouverneur de Banque al-Maghrib. Et ensuite, après la privatisation de la Banque marocaine du commerce extérieur, par un consortium conduit par la Royale Marocaine d'Assurance et par son président, c'est Ousmane Benjelloun, j'ai gravi progressivement les échelons jusqu'à parvenir aux fonctions où je me trouve, aux côtés de Sir Ousmane Benjelloun, qui est le président directeur général de Bank of Africa, le nouveau nom, un nom de la filiale que nous avons achetée en 2008. Vous vous rendez compte, la première fois où c'est rare, où ce sont les entreprises mères qui prennent le nom de la fille. La fille étant Bank of Africa, évidemment, c'était une vision qui considérait que non seulement l'Afrique est notre continent, notre souverain, que Dieu le glorifie, l'a répété, c'est notre maison, et il fallait que ça soit la banque dans laquelle se reconnaissent tous les Africains, là où ils se trouvent. Et c'est la raison pour laquelle, en Afrique, nous sommes présents dans une vingtaine de pays. Ça va de l'Afrique francophone jusqu'à l'Afrique anglophone. L'Afrique francophone, vous la connaissez, c'est le Togo, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais il y a également
pas seulement, mais également des pays comme le Rwanda, comme la Tanzanie, comme le Kenya, j'ai oublié Madagascar, Djibouti, etc. Donc une vingtaine de pays en Afrique, en Tunisie, en Afrique du Nord. Donc je voulais donc partager avec vous le fait que cette banque, depuis 2020, s'appelle Bank of Africa, mais nous lui avons gardé, le président Bengelloune y tenait, le fait qu'elle appartienne à un BMC Group. Donc la banque qui a été créée par décret royal en 1959 est toujours présente dans l'identité de cette banque, de ce groupe qui est un groupe financier multimétier. Il fait de la banque commerciale, il fait de la banque d'affaires, il fait ce qu'on appelle l'affacturage, le factoring, il fait du crédit à la consommation, il fait de l'assurance crédit en étant dans des participations. Il est véritablement multimétier et il est considéré par le Fonds monétaire international comme une banque panafricaine. Quand vous êtes présent dans plus de 10 pays, on vous appelle un groupe panafricain. Et c'est considéré par la Banque centrale comme une banque systémique, c'est-à-dire une banque dont le poids est important non seulement dans le pays d'origine, le Maroc, mais également dans les pays d'implantation. Et donc, il est suivi d'une manière très particulière, au même titre que deux autres banques, qui sont Tijari Wafa Bank et qui est la Banque centrale populaire. Alors, chers lauréats, parce que c'est à vous que je souhaiterais m'adresser, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Permettez-moi d'abord que je puisse m'adresser entre guillemets, séparément aux étudiants de la formation initiale, même s'ils sont minoritaires, je crois, par rapport aux exécutifs, en tout cas dans tout ce qui est la filière business. Je ne parle pas de Sports Management School. Et ensuite, donc, ceux de la formation exécutive, et je vais quand même essayer d'être équitable parmi les deux groupes en partageant six recommandations que j'ai essayé d'appliquer à moi-même tout au long de mon parcours. Je sais qu'il n'y a pas de séance de questions-réponses, contrairement à d'autres expériences que j'ai eues, mais je ne vais pas à chaque fois faire référence à ma propre expérience, mais je vous assure que ce que je raconterai là correspond à ce que j'ai essayé pour ma part, tout à fait modestement, de m'appliquer. D'abord, première recommandation. Messieurs les académiciens, engagez-vous pleinement dans chaque action que vous entreprendrez, que ce soit une nouvelle formation, en espérant que vous allez continuer autant qu'il vous est possible, ou une nouvelle expérience professionnelle, si vous deviez quitter l'école et vous trouver en train de travailler. Ne trichez pas, engagez-vous pleinement dans ce que vous faites. Considérez que chaque opportunité est une opportunité pour apprendre, parce que la vie est un apprentissage continu. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je suis un jeune homme de 65 ans, je continue d'apprendre tous les jours. Je recommanderai de la même manière ce que j'ai essayé autant que faire se peut. Soyez curieux de tout. Et si vous vous spécialisez, ce qui est tout à fait légitime, soyez généraliste du reste, parce qu'il y a une unité du monde qui fait que quand bien même les disciplines se spécialisent, à un moment il faut voir ce qui se passe autour pour encore plus saisir le sens, pas le comment. On apprend souvent dans nos études le comment faire, le savoir-faire, mais why, le pourquoi faire, pourquoi, le sens. Et le fait de remettre le contexte de ce que nous faisons, eh bien, on saisit le sens des choses. Troisième recommandation après, engagez-vous pleinement, soyez curieux de tout, levez-vous chaque matin. Et on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Levez-vous tôt, chaque matin avec la ferme intention de créer de la valeur, c'est-à-dire de faire quelque chose, de transformer quelque chose, de faire bouger quelque chose. Pas d'occuper un poste, ni un siège d'étudiant. C'est cela qui forge le leadership. Après, engagez-vous pleinement, soyez curieux de tout,
levez-vous chaque matin, sachez écouter. Parce que c'est important d'écouter avant de parler. Là aussi, pour apprendre continuellement des autres et du monde. Cela fonde le respect qu'on va vous devoir. Cela favorise ce qu'on appelle l'intelligence collective, qui permet de faire jaillir des idées. Et ça permet aussi d'éclairer les décisions qui seront très probablement très pertinentes lorsque vous allez les prendre. Donc je disais, et je fais exprès, nous sommes, même si c'est un palais des congrès, dans une institution académique et la pédagogie est importante. Après, engagez-vous, soyez curieux, levez-vous, sachez écouter, construisez un réseau de condisciples, d'amis, que vous poursuiviez vos études ou que vous entamiez votre première expérience professionnelle. Réseauter, c'est important, pour ne pas se sentir seul, pour partager l'expérience et pour fonder, pour avoir parfois les opportunités de progresser dans d'autres étapes de votre vie. Et enfin, après, engagez-vous pleinement, soyez curieux de tout, levez-vous, créez de la verve, sachez écouter, construisez un réseau, adaptez-vous continuellement aux circonstances changeantes, au contexte de votre académique, si vous poursuivez vos études, de votre spécialité ou de votre emploi, parce que ce 21e siècle est celui de l'adaptabilité et de l'adaptation, et pas seulement l'adaptation au changement climatique, croyez-moi. Mesdames, Messieurs, chers lauréats, je voudrais maintenant m'adresser aux gens, aux lauréats de la formation exécutive, qui ont déjà une première expérience, n'est-ce pas, de l'entreprise. Alors pour eux, je recommanderais qu'ils cultivent des attributs personnels et professionnels. Des attributs personnels et professionnels. Alors, j'ai cru comprendre de l'échange avec Madame Hansali, n'est-ce pas, la directrice marketing, que les soft skills, et que c'est une affaire in progress. Alors, je ne vais pas, donc, peut-être en exprimant là aussi ce que j'ai essayé de cultiver dans cette expérience, j'espère ne pas être en contradiction de ce que vous allez faire, ce que vous allez apprendre, enfin, dans votre vie ou dans ce qui va être enseigné ensuite. Alors, comme donc les soft skills n'ont pas fait partie de votre cursus, je soulignerai ceux que j'ai essayé de cultiver au cours de ces quelques 4 décennies d'expérience. J'ai commencé en février 1986. Attention, cette quête de maîtriser les soft skills, cette recherche, cette volonté, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est-à-dire, c'est un apprentissage continu. Personne ne veut dire « Waouh, j'ai le leadership, j'ai l'écoute. » Il faut continuellement cultiver cela. Alors, on va faire honneur à l'anglais. J'ai cru comprendre tout à l'heure de M. Moreau qu'il va y avoir de plus en plus à l'avenir des cursus en anglais. Effectivement, c'est une tendance mondiale. Les Marocains, de plus en plus, se mettent à l'anglais, tant mieux. J'ai même, il y a 4 années, appris le temple de la fierté française qui est Polytechnique, ont créé à Paris une version anglophone de leur parcours polytechnique. J'ai mon fils qui m'a dit « Écoute papa, je préfère avoir l'original plutôt la copie ». Donc il a fait ses études dans un pays anglo-saxon. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important que de maîtriser de plus en plus l'anglais. Alors je commencerai avec Emotional Intelligence, l'intelligence émotionnelle comme premier attribut personnel / professionnel. Qu'est-ce que c'est que l'émotion intelligence? Je ne suis pas psychologue, mais il me semble c'est la capacité à reconnaître, à comprendre, à gérer ses émotions, les siennes, et celles des autres, parce qu'elles facilitent la résolution des conflits, évitent les conflits et renforcent la cohésion. Donc, Emotional Intelligence. Il y a également, en anglais, self-awareness, la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité
Et là aussi, c'est une quête continue. La capacité à reconnaître ses forces, ses points faibles, ses émotions et celles des autres. Parce que ça conduit à agir avec authenticité et efficacité. Donc, emotional intelligence, self-awareness, maintenant, loyalty, la loyauté. Pourquoi la loyauté? Ou que veut dire la loyauté? D'abord, être fidèle à ses principes, à son éducation, à son héritage, à son patrimoine culturel. Vous êtes originaire d'une dizaine de pays, n'est-ce pas? Et donc à son pays. Et puis, la loyauté, quand on est salarié, à son institution. La loyauté. Après emotional intelligence, après self-awareness, après loyalty, la loyauté, il y a strategic thinking, c'est-à-dire la pensée stratégique, des attributs professionnels. Pourquoi la pensée stratégique? Parce qu'il faut être en mesure d'anticiper, apprendre à anticiper, préparer ce qu'il advient, et donc le faire sous forme de strate, d'où le terme stratégie. C'est la capacité d'anticiper, anticiper les événements, les évolutions, les opportunités et les menaces pour pouvoir dégager des solutions durables, soutenables, dans le sens soutenable, ou parfois absolument innovantes. Et comme disent les gens du management en bon français, out of the box, en dehors de la boîte, ne pas être conformiste. Donc après emotional intelligence, self-awareness, loyalty, strategic thinking et collaboration, il y a que la collaboration. Collaboration, le travail collaboratif. Il n'y a pas de réussite individuelle, ou alors elle est de très court terme, c'est un feu de paille. On est ce qu'on est, ou on devient leader parce qu'on a été porté. On a été porté par son institution, par un contexte, par ses collaborateurs. Ceux qui pensent réussir égocentriquement ne vont nulle part. À un moment ou un autre, la chute est dure. Donc le travail collaboratif, c'est la capacité donc à travailler ensemble avec clarté et transparence, partager des méthodes et des objectifs. Donc le leadership ne peut être que collaboratif. Et donc, je vous disais, après emotional intelligence, self-awareness, loyalty, strategic thinking and collaboration, il y a le même A que pour les académiciens. C'est pour les lauréats donc, de la formation initiale, la même chose, adaptability. Adaptabilité, la capacité d'adaptation, c'est-à-dire la capacité de s'ajuster, d'apprendre continuellement d'un monde où les seules certitudes, c'est l'incertitude croissante dans ce contexte géopolitique, géoéconomique, mondial. Alors, monsieur le directeur général, chers professeurs et encadrants, un invariant dans toutes mes interventions au sein des institutions académiques est d'humer dans l'ère de la pédagogie qu'elles inspirent et ainsi formuler des recommandations telles que celles que j'ai essayé de partager et des convictions de manière à ce qu'elles puissent être, ça serait ma fierté, un peu mémorisées de votre part. Alors pour qu'elles puissent être mémorisées, il fallait qu'il y ait une méthode, ce qu'on appelle mnémotechnique, c'est-à-dire une manière de se rappeler ces recommandations, tant pour les académiciens que pour la formation continue. Alors je voulais, peut-être vous ne pouviez pas le savoir, mais les 6 recommandations respectives des 2 groupes lauréats ont essayé de s'adapter à l'académie dans laquelle je me trouve, et c'est-à-dire à l'école Esselska, et donc chacune des recommandations a commencé par la lettre de E, S, C, L, S, C, A. Puis vous retrouvez ce que j'ai dit tout à l'heure, aussi bien pour les académiciens que pour... Alors, je voudrais conclure avec, comme diraient les marketiciens, dont certains sont diplômés, n'est-ce pas, de marketing, ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent a call to action, une espèce de signature pour les quelques 300 lauréats, et pour nous tous, nous, Africains. Ça serait ensemble, soyons leaders, construisons
solidairement l'Afrique. Et ce call to action en français rend hommage également à l'école ESSLSCA, avec les 6 lettres de ESLSCA, qui ambitionne, j'ai cru comprendre, du dialogue avec ses dirigeants, d'être un hub africain, une école qui symbolise le leadership, le sérieux et la connexion africaine. Je suis prisonnier de ma méthode mnémotechnique ESLCSA. Merci beaucoup.